Professeure à l'Université d'Ottawa, Lucie Joubert a écrit L'envers du landau. À travers cet essai, elle a voulu comprendre son propre statut de femme sans enfant dans une économie qui, selon elle, s'appuie sur les tables à langer. Entrevue avec Lucie Joubert. Je sais que ce que je dis peut heurter certaines mères, mais en général, la réponse a été assez bonne des mères parce qu'elles m'ont dit c'est vrai, il y a des choses que tu abordes là-dedans auxquelles j'aurais jamais pensé. Je suis contente avec ma vie, mais je peux comprendre maintenant qu'une femme sans enfant puisse être autre chose qu'une frustrée qui est passée à côté de la plus belle réalisation pour la femme. Tu as publié en 2010 L'envers du landau. Le sous-titre est assez révélateur. C'est écrit « Regard extérieur sur la maternité et ses débordements ». Pourquoi as-tu écrit cet essai-là? Moi, je n'ai jamais voulu d'enfant. Jamais, jamais. Ça m'est même... Le désir d'enfant dont on parle tout le temps, je ne l'ai jamais eu. Mais je me rendais compte que plus je vieillissais, plus je voyais ces jeunes femmes-là qui se faisaient poser les questions. D'ailleurs, c'est une question que tu dois te faire poser très, très souvent. J'ai 35 ans, j'ai pas d'enfant encore. Ces types-là, l'horloge fait tic-tic-tic et tout ça. Et je voulais essayer de voir comment on était perçus, nous, les femmes sans enfants. Et aussi pour répondre à une chose qui m'énervait un peu, c'est que tous les livres jusqu'à maintenant qui avaient été écrits sur les femmes sans enfants étaient écrits par des femmes qui avaient des enfants. Tout est toléré pour avoir des enfants. La seule énigme reste les couples sans enfants. C'est ça. Les gens ne comprennent pas comment ces gens-là peuvent avoir une vie satisfaisante et on met ça souvent sur le compte, et ça, je trouve ça dommage, sur le carriérisme. Oh, ils veulent des carrières à tout prix. Le matérialisme, oh, ils n'ont pas d'enfants parce qu'ils veulent avoir de l'argent pour se gâter. L'égoïsme. Oui, l'égoïsme et tout ça. Ce sont des préjugés qui sont encore là, même après ces quelques années-là. Moi, je les constate encore et souvent, et c'est ça qui est le plus intéressant, et j'insiste là-dessus, c'est inconscient. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais dans leur discours, ça transparaît. C'est pas « qu'est-ce que tu fais de tes samedis et dimanches », mais c'est un peu ça. Dans ton livre, tu abordes non seulement la question de conciliation travail-famille, mais aussi conciliation féminisme et maternité. Pourquoi c'est si compliqué de trouver l'équilibre? L'équilibre travail-famille, ça a été longtemps compliqué parce que quand les femmes sont arrivées au marché du travail, dans les années 70, on leur disait la véritable indépendance, elle est économique. Autrement dit, la femme doit avoir un travail. Comme ça, si sa vie conjugale, sa vie familiale devient un enfer, elle peut se sauver parce qu'elle a de l'argent pour le faire. Elle est autonome. Oui, souvent, les femmes restent là dans une situation impossible parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'en aller. Mais là, les femmes, ensuite, se sont rendues compte que le travail, c'est des contraintes aussi. Alors, ça a commencé à déchanter un peu, mais pourquoi elles ont déchanté, ces femmes-là? C'est parce qu'elles faisaient tout. Mais là, de plus en plus, les pères s'investissent. Donc, c'est là-dessus que le discours féministe porte surtout, c'est-à-dire viser cette égalité-là de la répartition des tâches, parce que, à mon sens, à moi, il y a seulement de cette façon-là que les femmes vont pouvoir tout avoir. Ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu parles de projet de vie. Donc, souvent, les enfants sont vus comme étant un projet de vie, une réussite. L'employeur va donner un congé de maternité à une maman, mais pour quelqu'un comme nous, où la carrière est peut-être plus importante en ce moment, on n'a pas de congé de carrière si jamais on voulait s'embarquer dans un projet, que ce soit une thèse, que ce soit des études. Non, mais il y a des entreprises maintenant qui sont très sensibles à ça, justement parce que c'est important pour un employé de se sentir bien, de se sentir valorisé par son employeur. Et il y a des endroits, ils sont très rares, je ne les nommerai pas, mais ça pourrait donner des idées à d'autres employeurs qui vont justement proposer des alternatives. Ça peut être le traitement différé, comme on appelle, mais pour que la personne qui a un de ces projets dont tu parles, ça tient à cœur, on veut le faire, mais on n'a pas le temps parce qu'on a un travail à plein temps. Donc, on peut y arriver aussi. Donc, on crée quelque chose, on est utile, on offre une vision du monde qui est différente. Et ça, il y a des employeurs qui commencent à y être de plus en plus sensibles. Il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir.